As-tu déjà remarqué que plus tu veux que quelque chose marche, plus ça bloque? Comme si la vie se refermait chaque fois que tu insistes trop. Ce paradoxe, Carl Jung l'avait bien compris. Ce n'est pas en forçant que les choses s'ouvrent, mais en laissant circuler ce qui doit circuler. On ne s'en rend pas toujours compte, mais derrière chaque tentative de contrôle se cache une peur invisible. Cette peur ne se montre pas directement. Elle se déguise en prudence, en organisation, en vigilance. Tu crois que tu es en train de préparer le terrain, mais en vérité, tu es en train de t'agripper à quelque chose que tu refuses de voir s'échapper. C'est comme serrer du sable entre tes doigts. Plus tu resserres la main, plus il glisse. Cette peur peut prendre différentes formes. Chez certains, c'est la peur de ne pas être suffisant. Alors ils cherchent à tout prévoir, à tout calculer, pour donner l'illusion qu'ils sont toujours à la hauteur. Chez d'autres, c'est la peur de perdre une relation, un projet, une sécurité. Alors ils surveillent chaque signe, comme si chaque détail pouvait annoncer la catastrophe. Et il y a aussi la peur de l'échec, celle qui pousse à multiplier les plans B, C et D, jusqu'à épuisement, comme si la vie pouvait être mise à l'abri derrière une forteresse de stratégie. Mais la vérité, c'est qu'aucun de ces contrôles n'apporte vraiment la paix. Parce que la paix n'est pas dans l'anticipation, elle est dans la confiance. Quand tu crois te protéger en tenant les rênes serrées, tu étouffes sans le savoir la spontanéité qui pourrait tout changer. Tu empêches l'imprévisible de t'apporter ses cadeaux parce que tu crois que l'imprévisible est forcément une menace. Regarde la manière dont certains vivent leur quotidien. Chaque minute remplie, chaque parole analysée, chaque silence interprété. Ils veulent tellement éviter la douleur qu'ils se privent de la légèreté. Et au fond, cette tension permanente est bien plus épuisante que les aléas de la vie elle-même. C'est comme marcher sur une corde raide sans jamais poser le pied sur la terre ferme. Tu ne tombes pas, mais tu n'avances pas non plus. Il y a un paradoxe ici. Plus on essaye de retenir, plus on perd. La personne qui veut contrôler l'amour finit par étouffer l'autre. Celui qui veut contrôler son avenir finit par passer à côté du présent. Celui qui veut contrôler chaque détail d'un projet oublie la créativité qui aurait pu l'élever. La main crispée ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre. Et pourtant, tout commence par cette peur initiale. Ne pas être assez, manquer de valeur, ne pas mériter. Voilà pourquoi on veut contrôler. Pour se rassurer, pour se convaincre que si tout est sous notre main, rien ne peut nous échapper. Mais au fond, c'est une illusion. La vie n'a jamais vraiment été sous notre contrôle. Et peut-être que c'est justement cette vérité qui fait si peur. Celle de n'avoir qu'une seule véritable liberté. Celle de notre regard, de notre posture intérieure. Il existe une frontière invisible que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte. D'un côté, il y a l'action fluide, naturelle, celle qui fait avancer sans effort apparent. De l'autre, il y a l'acharnement, cette lutte intérieure où chaque pas ressemble à une bataille perdue d'avance. Et souvent, cette frontière est franchie quand la peur se met aux commandes. Imagine quelqu'un qui veut absolument faire pousser une fleur. Chaque matin, il gratte la terre, tire un peu sur la tige, ajoute de l'eau encore et encore, comme si la plante n'avait pas son propre rythme. À force de vouloir accélérer la nature, il finit par briser ce qu'il voulait protéger. L'acharnement, c'est exactement ça. Une énergie crispée qui pense aider, mais qui détruit silencieusement. Quand on agit, on se sent porté, comme si une force extérieure nous accompagnait. Les efforts ne disparaissent pas, mais ils ne nous écrasent pas non plus. C'est le courant d'une rivière. Tu nages, tu avances, et parfois même tu te laisses porter. Mais quand on s'acharne, on oublie ce courant. On bat des bras dans tous les sens, on s'épuise, et au final, on fait du surplace. Ce n'est plus l'action, c'est une guerre contre l'invisible. Ce mur invisible, souvent, c'est nous-mêmes. Nos pensées en boucle,
nos scénarios catastrophes, nos exigences irréalistes créent une tension permanente. On croit avancer, mais on se cogne sans cesse contre ce que notre esprit a construit. C'est comme marcher dans une pièce remplie de miroirs déformants. Chaque pas semble répondre par une résistance, mais en réalité, il n'y a rien devant nous, juste notre propre reflet. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus nous voulons contrôler l'issue, plus nous éloignons le résultat. L'univers ne répond pas à notre acharnement, il répond à notre vibration. Un cœur crispé, même animé de bonnes intentions, attire plus de blocage que d'ouverture. C'est comme essayer de forcer une serrure avec la mauvaise clé. Tu tournes, tu pousses, tu transpires, mais tu restes dehors. Peut-être que tu as déjà vécu ça. Travailler des nuits entières sur un projet, sans pause, avec la peur de l'échec comme moteur. Tu pensais donner ton maximum, mais plus tu insistes, plus les choses semblent glisser. Et puis un jour, épuisé, tu lâches. Tu poses Dieu tout. Tu respires. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'une solution apparaît, qu'un appel arrive, qu'une opportunité se débloque. Comme si la vie attendait que tu cesses de forcer pour enfin t'ouvrir la porte. Ce n'est pas que l'effort est inutile. L'action est nécessaire, bien sûr, mais elle devient un poison quand elle se transforme en acharnement. L'énergie n'est plus celle de la création, mais celle de la lutte. Et dans cette lutte, tu te perds plus que tu ne gagnes. Il y a un moment étrange, presque magique, où l'on cesse de lutter. Ce moment n'a rien d'un abandon amer. Il ressemble plutôt à une respiration profonde, à ce souffle que l'on prend après avoir retenu l'air trop longtemps. Lâcher prise, c'est ça, c'est ça. Offrir de l'espace à ce qui doit vivre, au lieu de vouloir l'enfermer dans nos attentes. On a souvent confondu le détachement avec l'indifférence, comme si lâcher prise signifiait ne plus rien ressentir, ne plus rien désirer. Mais le détachement est tout l'inverse. C'est aimer sans enchaîner, c'est vouloir sans se contracter, c'est permettre à ce qui est de grandir sans le déformer. Imagine un oiseau posé sur ta main. Si tu la gardes ouverte, il peut rester, il peut partir. Mais dans les deux cas, tu n'as pas perdu ta paix. Si tu fermes ton poing pour le retenir, tu le blesses. Et même s'il reste, ce n'est plus de la vie que tu tiens, c'est de la peur. Quand tu dis « j'ai fait ma part, le reste n'est plus entre mes mains », tu ne renonces pas. Tu reconnais simplement que la vie a son rythme et qu'il est plus vaste que ton impatience. Tu n'éteins pas ton désir, tu l'allèges de la tension qui l'étouffait. Et dans cet allègement, il reprend des couleurs. Combien de fois avons-nous vu ce phénomène ? Tu cherches un objet, tu fouilles partout, tu t'énerves, tu retournes à la maison, rien. Puis tu abandonnes la recherche, tu passes à autre chose. Et soudain, l'objet réapparaît, comme s'il t'attendait depuis toujours. Le détachement fonctionne ainsi. Il ne fait pas disparaître tes souhaits, il retire juste le brouillard de ton agitation, et la lumière revient. Il y a aussi ce mystère. Ce que tu relâches revient parfois vers toi, mais transformé. Tu le retrouves plus doux, plus juste, plus vrai, comme si l'univers avait pris le temps de le polir avant de te le rendre. Et si cela ne revient pas, ce n'est pas une perte, c'est un tri. La vie a retiré ce qui n'avait pas la force de rester, pour libérer la place à ce qui correspond vraiment. Le détachement est un acte silencieux, presque invisible aux yeux des autres, mais en toi, il change tout. C'est une maturité qui s'installe, un ancrage. Tu cesses de courir après, tu cesses de forcer. Tu n'as plus besoin d'arracher ce que tu désires, car tu sais que ce qui doit t'appartenir trouvera son chemin jusqu'à toi. Et étrangement, c'est à cet instant
dans cette confiance apaisée, que la vie commence à te surprendre. Imagine une rivière. Elle descend de la montagne avec patience. Sur son chemin, des rochers immenses, des troncs d'arbres tombés, des obstacles qui semblent infranchissables. Une force rigide chercherait à les briser, à les réduire en poussière. La rivière, elle, choisit un autre langage. Elle ne se cogne pas, elle contourne, elle glisse, elle danse autour de ce qui la défie et continue sa route. Tu peux essayer de la bloquer, mais tôt ou tard, elle trouve une ouverture. La rivière nous apprend qu'il n'est pas toujours nécessaire de combattre de front. La fluidité est une forme d'intelligence, une sagesse qui traverse les siècles sans se fatiguer. Plus loin, sur la côte, il y a un phare. Sa mission est simple, éclairer. Le gardien n'a pas besoin de courir sur la mer. Il n'embarque pas dans un bateau pour convaincre les marins de venir. Il laisse la lumière parler. Ceux qui naviguent dans l'obscurité lèvent la tête et la trouvent naturellement. Le phare ne quémande pas, il attire par ce qu'il est. Et si tu y penses, ce phare, c'est exactement l'image de ce que nous pouvons devenir. Plus nous rayonnons de paix, plus nous inspirons sans avoir besoin de forcer. Et puis il y a l'eau. Elle n'a ni arrogance, ni impatience. Elle ne dit jamais « je dois passer ici, à ce moment précis ». Non, elle s'adapte. Elle épouse chaque forme, chaque relief, chaque récipient qui la contient. Elle peut être un torrent rugissant ou une flaque tranquille. Elle se transforme sans jamais perdre son essence. L'eau traverse le temps parce qu'elle accepte de changer sans se trahir. Et si nous savions l'imiter, nous comprendrions que la vraie force ne vient pas de la rigidité, mais de cette souplesse intérieure qui trouve toujours un passage, même dans l'inattendu. Ces images ne sont pas seulement des symboles poétiques, elles sont des rappels. Elles disent que la vie n'est pas un champ de bataille, où il faut briser chaque obstacle, mais une danse où l'on apprend à se déplacer autrement. Elles nous murmurent que nous n'avons pas besoin de courir après l'amour, la reconnaissance ou le succès, mais de devenir ce phare silencieux qui attire naturellement ce qui lui correspond. Elles nous montrent que comme l'eau, nous avons cette capacité d'épouser la forme de chaque instant, sans nous perdre, en restant profondément nous-mêmes. Et si la vraie puissance était justement là, dans cette capacité à s'adapter, à rayonner, à continuer d'avancer même quand tout semble figé? Ces métaphores ne donnent pas des leçons. Elles offrent un miroir. Elles disent « Regarde, la nature sait déjà. Pourquoi pas toi ?» Il y a un piège dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte. On croit qu'en cherchant à plaire, on sera plus aimé, plus accepté. Alors, on ajuste nos mots, nos gestes, notre façon d'être. On sourit quand on voudrait dire non. On se tait quand quelque chose brûle à l'intérieur. On se plie doucement, presque imperceptiblement, pour correspondre à l'image que les autres attendent de nous. Et au début, ça marche. Les sourires des autres semblent nous valider, les regards approbateurs donnent l'illusion qu'on est à notre place. Mais cette place, est-ce vraiment la nôtre? Avec le temps, quelque chose se fissure. On se regarde dans le miroir et on ne reconnaît plus celui ou celle qui nous fait face. Il y a une fatigue étrange, une lassitude qui ne vient pas du corps mais de l'âme. C'est la lassitude d'avoir trop longtemps porté un costume qui n'est pas le nôtre. Chaque jour, à force de vouloir être tout pour tout le monde, on s'éloigne un peu plus de soi. Carl Jung parlait de ce processus qu'il appelait l'individuation. Ce n'est pas un mot compliqué, c'est simplement l'art de redevenir entier, d'arrêter de jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres. C'est dire « voilà qui je suis », même si cela déplaît à certains. Ce n'est pas un cri de rébellion, c'est un murmure de vérité. Pense-y un instant. Combien de décisions as-tu prises pour ne pas décevoir?
Combien de fois as-tu étouffé ton intuition parce que tu avais peur de perdre l'approbation des autres? À chaque fois, une petite partie de toi s'est éteinte. Ce ne sont pas les autres qui te volent ton énergie, c'est toi qui l'offres en pensant que tu n'as pas le droit d'être pleinement toi. Être soi, ce n'est pas être dur ou indifférent. Ce n'est pas tourner le dos au monde. C'est retrouver son centre, comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément. Plus ses racines sont solides, plus il peut accueillir les tempêtes, donner de l'ombre, offrir des fruits. Un arbre qui essaie d'être autre chose qu'un arbre se dessèche. Mais un arbre qui accepte pleinement ce qu'il est devient une force tranquille. Alors oui, être toi peut déplaire. Tu ne seras jamais assez pour certains, et ce n'est pas grave. Parce que tu n'es pas né pour combler leur manque, tu es né pour vivre ton chemin. Et paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de chercher à plaire que tu attires enfin les bonnes personnes, celles qui reconnaissent ta valeur sans condition. Les relations deviennent plus vraies, les situations plus alignées, la vie plus simple. Tu n'as pas besoin d'un masque. Tu n'as pas besoin de courir après l'approbation. Tu as seulement besoin de retrouver cette voix en toi que tu as trop longtemps mise en sourdine. Parce que cette voix-là, même fragile, est la seule qui sait vraiment qui tu es. On croit souvent que pour que notre vie change, il faut que les circonstances bougent. Que ce soit un nouvel emploi, une relation différente, un déménagement, une opportunité qui tombe du ciel. Comme si le monde extérieur était la clé de notre transformation intérieure. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Rien dehors ne s'aligne vraiment tant que l'intérieur n'a pas trouvé son équilibre. Ton regard est la première pierre de ta réalité. Deux personnes peuvent vivre le même événement, mais elles n'en tireront pas la même expérience. L'une y verra une injustice, l'autre une leçon. L'une se sentira piégée, l'autre verra une porte qui s'entr'ouvre. Ce qui change, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la conscience qui le traverse. Et cette conscience, c'est la tienne. Quand tu arrêtes de nourrir la peur, tu crées en toi un espace nouveau. La peur occupe une place immense, elle colore chaque pensée, chaque geste. Elle tend les épaules, contracte le souffle, brouille la vision. Mais quand tu refuses de l'alimenter, elle s'amenuise comme une ombre à laquelle on cesse de donner de la lumière. Alors un autre espace s'ouvre, celui du calme. Ce calme n'est pas une absence de mouvement, c'est une présence plus vaste que tout ce qui t'entoure. Et de ce calme naît une stabilité. Tu n'es plus ballotté par chaque mot, chaque silence, chaque imprévu. Tu deviens un centre autour duquel les tempêtes peuvent tourner sans t'arracher à toi-même. Ce centre agit comme un aimant. Il attire des situations et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu rayonnes quelque chose qui les appelle naturellement. C'est là que se produit le vrai changement. Non pas quand tu forces ton environnement à se plier à tes désirs, mais quand ton état intérieur crée un champ magnétique qui transforme silencieusement ce qui t'entoure. Tu découvres alors que la vie n'est pas une succession de combats à gagner, mais un miroir fidèle de ce que tu portes en toi. Si ton regard est tendu, le monde paraît hostile. Si ton regard est apaisé, le monde devient plus ouvert. Ce qui compte, ce n'est pas d'attendre que le monde s'adoucisse pour enfin respirer. C'est de respirer d'abord, ici, maintenant. Parce que ce souffle-là change ta posture, et ta posture change ta réalité. Le monde extérieur suit toujours, tôt ou tard, le mouvement intérieur. Il y a un instant où tout s'apaise. Non pas parce que les problèmes disparaissent, non pas parce que le monde devient miraculeusement plus doux, mais parce que toi, tu redeviens entier. C'est comme si tu avais passé des années à courir derrière quelque chose, et que soudain tu découvrais que ce que tu cherchais n'était jamais parti. C'était là, enfoui sous les couches de peur, d'attente, de comparaison.
Arrêter de t'en faire ne signifie pas fermer ton cœur. Au contraire, c'est l'ouvrir d'une manière nouvelle. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'arracher la vie pour qu'elle te donne ses fruits. Tu n'as pas besoin de supplier l'amour, ni de forcer la réussite, ni de quémander une place. Tu es déjà porteur d'une lumière qui suffit. Et lorsque tu laisses cette lumière respirer, tout commence à graviter autour de toi différemment. La magie du lâcher-prise, c'est cette danse subtile entre ce que tu offres et ce que tu permets. Tu fais un pas. La vie, en fait, un autre. Tu tends la main, quelque chose répond. Et plus tu cesses de retenir, plus tu découvres que la vie n'a jamais été contre toi. Elle attendait simplement que tu lâches les chaînes de ta propre inquiétude. Alors, tu ne cours plus. Tu marches. Tu ne cries plus. Tu écoutes. Tu n'exiges plus. Tu accueilles. Et dans ce mouvement silencieux, une force invisible se met à travailler pour toi. Des portes que tu croyais fermées s'ouvrent. Des rencontres que tu n'attendais plus se présentent. Des réponses que tu cherchais désespérément se révèlent dans la simplicité d'un instant. C'est là que tout bascule. Quand tu choisis de ne plus nourrir la peur, mais de t'ancrer dans la confiance. Quand tu décides de cesser la lutte pour laisser entrer la fluidité. Quand tu découvres que la vie n'a pas besoin de ton contrôle, mais de ta présence. Alors, le monde autour de toi commence mystérieusement à coopérer. Et toi, tu n'as plus à forcer. Tu rayonnes, tu avances, tu inspires. Parce que tu as retrouvé ce qui t'appartenait depuis toujours, ta paix. Et c'est dans cette paix que, sans effort, sans drame, sans lutte, tout commence enfin à fonctionner.